Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Nous sommes en direct sur Al24 News. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le conflit ukrainien, on en reparle ce soir. Les hostilités ont entamé, vous le savez, leur 9e mois et toujours pas de signe d'apaisement. D'un côté, on a la Russie qui reste déterminée à poursuivre son opération militaire en Ukraine jusqu'à atteindre ses objectifs. De l'autre, on retrouve le monde occidental qui ne recule devant rien et continue à aider l'Ukraine en lui fournissant de plus en plus d'armes. Un grand arsenal de guerre a donc été mobilisé par les Occidentaux. Vous le savez, les États-Unis sont bien entendu en tête en fournissant les 2/3 de l'aide militaire à l'Ukraine. Les Européens, eux, tentent de se positionner. Une chose est sûre, ils continuent donc, on va évoquer justement la question. Les Européens, je le disais, qui tentent de se positionner, les Occidentaux, pourront-ils justement donc continuer à livrer des armes, à tenir leurs engagements au moment où des médias occidentaux évoquent déjà un amenuisement de leur stock d'armes? Quelles seraient les limites de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine? On va en débattre ce soir avec mes invités. Karine Béché-Golovko, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver. Vous êtes juriste, professeur invité à l'Université d'État de Moscou. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis, on retrouve dans un petit instant Tawfiq Hamel, qui est chercheur spécialiste en histoire militaire. Bonsoir, monsieur Hamel. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Paris. Donc, on va se pencher justement sur cette aide militaire occidentale à l'Ukraine depuis le début du conflit avec vous, Tawfiq Hamel. Comment évaluez-vous cette aide américaine et européenne à l'Ukraine depuis le début donc des hostilités? Depuis le début des hostilités, les Européens et les Américains sont directement impliqués dans le conflit. Ça ne veut pas dire qu'elles sont engagées sur le champ de bataille. Mais il y a une résistance de l'Ukraine parce qu'il y avait un soutien militaire, financier, économique de la part des Européens et des États-Unis. Si on prend en considération la récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a indiqué clairement que si la Russie gagne cette guerre, il n'y aura pas la paix. Ça veut dire que les Européens et les Américains sont quelque part déterminés à ce que la Russie perdre cette guerre et qu'elle n'arrive pas à réaliser ses objectifs en Ukraine. Ensuite, dans quelle mesure les Européens vont-ils continuer ce soutien? Ces dernières semaines, on a constaté un discours ambigu de la part des Américains et des Européens dans le sens où on essaye de faire infléchir la position de l'Ukraine et la pousser à négocier. Pour l'instant, il y a un discours très très ambigu et ambivalent et il y a des contradictions dans ce discours. Récemment, il y a le chef d'état-major américain qui a dit clairement que la possibilité d'une victoire militaire, ça veut dire que l'Ukraine puisse récupérer militairement les territoires perdus, c'est presque aucune chance, en moins dans le court terme. Et en même temps, elle a fait allusion à une possible négociation, ce que les autorités ukrainiennes ont refusé. Pour l'instant, ça reste quand même très, très, très ambigu. Oui. Et il y a certains facteurs qui peuvent infléchir la position, en tout cas, du soutien américain et des Européens. Ça pourrait changer les jours à venir ou les mois à venir. On verra le cours que prendra donc ce conflit. Karine Béché-Golovko, toujours sur cette question, comment évaluez-vous donc cette aide occidentale à l'Ukraine depuis le début du conflit? Alors, ce conflit a été lancé il y a quand même de nombreuses années, militairement en 2014, il faut quand même le rappeler, et il a depuis 2014 eu des phases plus ou moins actives. L'implication de l'Occident dans ce conflit depuis 2014 est fondamentale puisque dès le départ, l'OTAN s'est installée en Ukraine
et à former les soldats ukrainiens. Des missions du Canada, par exemple la mission unifière, s'est également installée et a formé l'armée ukrainienne. Depuis la réaction de la Russie en février, effectivement, l'action de l'Occident atlantiste, on va dire, parce que ça correspond quand même à une certaine partie des pays, mais ça ne peut pas dire que ce soit le monde entier non plus qui soit du côté de l'Ukraine. Je pense qu'il faut quand même relayer. C'est une quarantaine de pays qui participent donc à cette aide militaire. Voilà, et c'est quand même, effectivement, ce sont des pays qui sont très forts sur le plan militaire, qui ont une véritable puissance industrielle. En revanche, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit votre invité. Il est vrai que nous sommes dans une forme d'impasse parce que les États-Unis qui mènent cette guerre au nom du monde atlantiste ne peuvent pas se permettre de perdre cette guerre. Donc, ils entraînent les pays européens qui sont malheureusement complètement vassalisés au discours atlantiste et à la puissance atlantiste grâce aux structures de l'Union européenne qui les ont vidés de leur substance étatique et ont vidé de leur souveraineté. Et suivent donc ce mouvement. Donc en fait, ils voulaient qu'ils le veulent, qu'ils traînent les pattes, peu importe, ils y vont. D'ailleurs, Stoltenberg a bien dit que oui, c'est difficile pour les économies européennes, ça va être très difficile pour les pays, mais de toute façon, il va falloir le faire. Donc, les pays européens n'ont pas le choix. De facto, ils sont déjà partis au conflit, exactement comme tous ces pays qui fournissent une aide militaire directe. Et ils n'ont pas le choix non plus parce qu'ils savent très bien qu'une grande partie de ces armes sont utilisées sciemment contre des cibles civiles par l'armée ukrainienne, ce qui veut dire qu'ils sont au minimum complices de crimes de guerre. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre déjà pour ça. Et ce n'est pas parce que si la Russie gagne, et la Russie a de fortes chances de gagner, même si actuellement militairement la situation est difficile, parce que objectivement, il semble absolument impossible qu'elle puisse perdre sur ce conflit, sur son territoire. Et si la Russie gagne, ce n'est pas la paix qui ne sera pas possible, contrairement à ce que disent les États-Unis. C'est la Pax Americana qui ne sera plus possible. Et c'est justement pour cela qu'ils se battent. Et ça, il me semble que les populations européennes, en tout cas, commencent à ouvrir un petit peu les yeux. Et on voit une certaine rupture entre les populations d'un côté et les élites dirigeantes de l'autre. On voit quand même beaucoup de manifestations. Il y en a eu là qui commencent à réagir justement contre ces livraisons d'armes. Taoufik Hamel, si on devait justement comparer entre l'aide militaire américaine et le soutien donc des Européens, que dire justement sur le soutien militaire européen? Comment le qualifier si on devait l'évaluer? Alors, si on prend en considération, si on fait juste une comparaison entre les États membres de l'OTAN, évidemment, ça reste l'OTAN, en tout cas le muscle militaire principal de l'OTAN, ça reste les États-Unis. Et en termes de dépenses militaires, la comparaison, il n'y a même pas à faire des comparaisons avec les États-Unis. En tout cas, depuis 1998, le budget militaire américain ne cesse pas d'augmenter pour se stabiliser entre 600 et jusqu'à 700 milliards. Parfois, ça dépasse de loin. Ça veut dire que le budget militaire américain est très, très important. Et en tout cas, et le défi principal est posé plus pour la domination américaine que pour les Européens. Ça veut dire qu'actuellement, les Américains ont une stratégie globalement, une stratégie mondiale. Et du coup, le pays qui a plus à perdre, c'est plus les États-Unis. Alors, il y a certains États européens qui participent justement, quand leur contribution est importante. On trouve la Grande-Bretagne, mais généralement la Grande-Bretagne est souvent impliquée. À chaque fois que les États-Unis sont impliqués, on trouve la Grande-Bretagne est impliquée, que ce soit dans le cadre de la Syrie, de la Libye, de l'Irak, de l'Afghanistan, sont toujours impliqués. Ensuite, il y a d'autres États, pour les pays de l'Europe de l'Est, si on prend le cas de la Pologne. Selon les derniers articles, les dernières révélations, il y a beaucoup de pays qui ont déjà constaté que leur stock est épuisé. Pour l'instant, les pays qui restent, qui peuvent fournir un certain soutien, il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ça reste quand même des pays assez actifs. Sauf que ces pays sont actuellement en difficulté. On va justement s'intéresser à qui profitent ces livraisons d'équipements militaires en provenance
de l'Occident, Karine Béché-Golovko, les Européens avaient à un moment donné accusé les États-Unis de tirer profit de ce conflit, non seulement en vendant du gaz à des prix élevés, mais en renforçant leur industrie des armes. Il y a une chose, c'est que, comme on dit dans le bon sens populaire, quand une économie est en danger, il faut toujours, comme on dit entre guillemets, une bonne guerre. C'est-à-dire que la guerre est aussi un moyen de relancer l'économie. Et c'est également un moyen de reconcentrer les sociétés parce qu'on ne remet pas en cause l'autorité du chef lorsqu'il y a un conflit militaire. Et effectivement, les États-Unis ont franchement besoin de cela aujourd'hui, mais le monde globaliste dans sa généralité, parce que après quelques années de Covid dont il n'arrive manifestement pas à sortir, les économies nationales ont été mises à plat et on sent quand même un certain grondement social. Oui. Qu'est-ce qui peut être mieux pour calmer et écraser le grondement social, sinon une guerre? Donc déjà, il y a un intérêt à l'intérieur des pays. Ensuite, il est vrai que les sanctions que les États-Unis ont fait adopter à l'Union européenne, parce que n'oublions pas quand même qu'à chaque fois que l'Union européenne oblige les pays membres à adopter des sanctions, elle-même agit sur injonction derrière des États-Unis et directement du Trésor américain. Et à chaque fois, cela conduit à accumuler des difficultés pour l'économie européenne qui est déjà en grande difficulté, comme on dit, après déjà 2 années de gestion absolument catastrophique de cette espèce de globalisation covidienne. Donc, l'on se retrouve effectivement avec le renforcement et politique et économique des États-Unis grâce à ce conflit, sans parler même de l'enrichissement très direct de la famille Biden, puisque rappelons quand même que dès 2014, le fiston Biden était à la tête, enfin en tout cas faisait partie du conseil d'administration de Burisma, qui est l'une des plus grandes entreprises énergétiques en Ukraine. Donc il y a, si vous voulez, à la fois un intérêt très direct de certains clans au pouvoir, et il y a des intérêts géostratégiques qui permettent l'affaiblissement de l'Europe, qui se prive de gaz, qui complique ses approvisionnements, donc qui renforce la position américaine dans ces rapports. Et comme l'Union européenne oblige les États européens à continuer à s'affaiblir, cela continue à renforcer la dépendance des pays européens des États-Unis. Et à partir de là, on renforce dans la logique américaine ce monde globaliste atlantico-centré dans lequel ils ne peuvent être que le seul centre acceptable. Alors on va tenter de savoir si les Occidentaux ont la capacité de continuer à fournir des armes à l'Ukraine. La question se pose au moment où des rapports venant d'Europe et des États-Unis indiquent que les stocks d'armes des Occidentaux s'amenuisent, des informations qu'on retrouve également dans les médias occidentaux. Qu'en pensez-vous, Tawfiq Hamel? Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que cela indique selon vous? Alors, globalement, les États ont des ressources rares. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme elles sont des ressources rares, ça veut dire qu'il faut avoir des priorités. Il faut prioriser. Et dans le cas des pays européens et les Américains sont engagés dans ce conflit pour différentes raisons. Alors, pour l'instant, en tout cas, si on prend en considération les premières décisions, les premières sanctions qui ont été imposées à la Russie, on s'attendait à ce que justement ces sanctions affaiblissent la Russie, mais finalement, il s'est révélé que la Russie, en tout cas l'économie russe, s'est montrée plus résiliente. C'était la même chose après l'annexion de la Crimée. Et il y avait des sanctions qui ont été prises, mais finalement, la Russie, justement, à partir de cette date, justement, la Russie s'est montrée, en tout cas, elle a diversifié son économie, a développé son agriculture. Et actuellement, on se rend compte que les sanctions n'ont pas atteint leur objectif, et on a essayé d'épuiser la Russie militairement, et à l'affaiblir militairement et économiquement. Et jusqu'à maintenant, il me semble que la guerre se dirige vers une guerre d'usure. Et dans la guerre d'usure, on essaye toujours d'affaiblir l'ennemi en essayant de l'épuiser.
Je reviens sur les stocks d'armes des Occidentaux, Tawfiq Hamel. Est-ce que donc le fait que les stocks d'armes s'amenuisent peut-il justement entraver la poursuite de l'aide américaine ou de l'aide occidentale face aux demandes insistantes de Kiev? Alors logiquement, évidemment que le fait que les stocks d'armes s'affaiblissent, mais c'est le conflit tel qu'on a commencé à le concevoir de façon idéologique comme une puissance de la démocratie contre des régimes totalitaires et on essaye de mobiliser la population. Dans ce cas, on peut justement aller au-delà on sort complètement d'une certaine logique rationnelle. Justement, dans la guerre, souvent, il y a une partie d'irrationalité dans la guerre. D'un point de vue logique, rationnel, on peut supposer que les Européens et les Américains vont commencer justement à revoir leur stratégie. C'est ce qu'on a pu constater récemment si on prend en considération la dernière déclaration du chef d'état-major américain. Mais finalement, juste après cette déclaration, on a constaté qu'il y avait pas mal de critiques et juste après, elle a revu sa position et elle a estimé que c'était important d'éclaircir sa position. Globalement, oui. Mais c'est pas sûr. Après, il y a d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Si on prend en considération un autre facteur qui est l'hiver, dans quelle mesure l'hiver va-t-il influencer et jouer un rôle dans la guerre? Ensuite, dans quelle mesure, si on prend en considération la stratégie russe, certes, au début, il y avait quelques erreurs, mais on a constaté qu'il y a un changement de la stratégie russe et il y a certains ajustements qui ont été apportés et ont commencé à porter leurs fruits. Et oui. Oui, alors je vais justement me diriger vers Karine Béché-Golovko pour avoir justement votre point de vue sur ces informations qui sont relayées dans des médias occidentaux et qui parlent justement de stocks occidentaux en armes qui arrivent, si vous voulez, à bout. Alors, c'est vrai, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut absolument tenir compte de la dimension irrationnelle, ce qui a été exactement formulé. Si l'on prend ne serait-ce qu'aujourd'hui ou hier la déclaration de McFaul, qui est l'ancien ambassadeur américain en Russie, dit « Poutine, c'est le diable ». Donc, on est complètement sorti de la rationalité. À partir de là, effectivement, il y a objectivement une baisse des stocks d'armement, en tout cas si on en croit les différents rapports, et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne soit pas vrai, oui. D'autant plus que ça fait quand même longtemps que l'armée, en général comme institution, dans les pays européens, a été un peu la cinquième roue du carrosse, puisqu'il y avait la protection américaine, donc à quoi bon développer sa propre défense nationale, puisque un pays qui n'est plus souverain n'a plus besoin de défense nationale. Donc là, l'on est face à une situation, effectivement, où il faut se remettre à reproduire. Mais on en revient aussi justement, et là c'est important, cette dimension irrationnelle dans ce conflit, en tout cas dans cette dimension de prise de décision, puisque il est tout à fait possible que si les stocks s'amenuisent, on se remette à reproduire et on relance l'industrie et la production nationale en lançant une économie guerre. Et ça, il ne faut pas oublier cette possibilité de réajustement des circuits de production et de réajustement de la politique nationale. Dans ce cas, qui ne serait plus national d'ailleurs, en fait, qui serait global. Et il peut y avoir un relancement global, en tout cas dans ce monde atlantiste, de la production d'armes, ce qui peut être par ailleurs un excellent moyen, entre guillemets, pour essayer de soutenir les économies nationales qui sont quand même en très 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 mauvais état. Ouais. Donc ça pourrait être le moins mauvais des choix à court terme. Mais cela veut dire que nous sommes effectivement dans un conflit à long terme, qui va avoir du mal à trouver une fin en tout cas à court terme, sur le plan militaire, puisqu'il y a quand même des réserves de chaque côté, encore, qui sont quand même importantes. Et se pose le problème de l'impossibilité objective d'arriver à une résolution politique du conflit, puisque la résolution politique qui est attendue lorsque l'on parle de négociation attend en fait la capitulation de l'autre, puisque aucun des deux clans objectivement ne peut se permettre la demi-mesure aujourd'hui. Ce serait pris de chaque côté comme une capitulation. Justement, jusqu'où ça peut aller dans les conditions actuelles, puisque aucune des deux parties ne veut céder? Alors, il y a ce côté, je suis entièrement d'accord, de guerre d'épuisement,
mais je pense qu'il ne faut pas négliger aussi le côté multidimensionnel, c'est qu'il y a une guerre d'épuisement politique aussi qui se met en place, avec des discours ambivalents de part et d'autre d'ailleurs, parce que la Russie joue aussi, est rentrée dans ce jeu de la communication politique, nous sommes réellement en fait face à un conflit existentiel, mais je dirais dans le sens premier du terme, c'est que quel monde va exister? Est-ce que c'est ce monde global atlantiste? Parce que si la Russie cède, dans ce cas-là, ça va être l'apogée totale de la globalisation. Et ça a été extrêmement difficile de la faire tomber. Nous sommes partis pour un siècle de domination américaine derrière encore. Si ce monde global tombe, nous arrivons à la possibilité, à l'émergence d'un monde multipolaire. Oui. Mais c'est un monde qui est à construire encore, c'est un monde qui est encore à penser parce qu'il n'est pas encore formalisé. Donc nous sommes réellement actuellement... Avec en toile de fond la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est en fait, en quelque sorte, ce n'est pas une guerre, je dirais pas, c'est une bataille. C'est-à-dire que dans cette guerre existentielle entre les deux mondes et savoir où l'on va, il y a cette bataille d'Ukraine qui est une bataille centrale, comme il y a eu par exemple la bataille de Stalingrad lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas réduite à la bataille de Stalingrad, comme la guerre que nous menons actuellement ne se réduit pas, entre guillemets, à la bataille d'Ukraine. Mais le problème, quelle est la dimension totale de cette guerre qui se mène aujourd'hui? Je pense que pour l'instant, nous avons beaucoup de mal à le saisir. Alors, je pose la question également à Tawfiq Hamel. Quelle sera la prochaine étape pour les Occidentaux face justement à la Russie qui n'acceptera pas la défaite et qui n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour atteindre ses objectifs, comme l'a souligné le président russe Vladimir Poutine? Vous avez parlé justement de la situation difficile sur le front Tawfiq Hamel avec l'arrivée de l'hiver. Effectivement. Globalement, dans les médias, en tout cas si on prend en considération les dernières déclarations des dirigeants occidentaux, elles maintiennent le soutien financier, économique et militaire de l'Ukraine, avec une certaine ambivalence. Ça. Ensuite, il y a d'autres facteurs dont il faut tenir compte justement pour évaluer la position des uns et des autres. Parmi ces facteurs, il faut se poser la question le rôle de l'hiver. Globalement, certainement, l'hiver va certainement faire baisser l'intensité de la guerre. Ensuite, le deuxième, comme j'avais dit tout à l'heure, la Russie a modifié sa stratégie et actuellement, la question qui se pose ensuite, dans quelle mesure les Ukrainiens vont-ils souffrir du froid? Actuellement, ces derniers jours, on a vu qu'une grande partie des centrales électriques ont été en tout cas détruites, n'ont pas accès à l'électricité. Ça va peser énormément sur le champ de bataille, sachant que une centrale électrique, ce qu'on appelle, c'est des installations à usage dual. Ça veut dire que peuvent être utilisées sur le plan militaire et peuvent être utilisées par des civils. Ensuite, il y a le troisième point, c'est la mobilisation de la Russie. Depuis plus de 2 mois, il y avait une décision qui a été prise par le président russe pour mobiliser plus de 300 000 soldats russes. Oui. Et il faut se poser la question, quel sera l'impact de cette mobilisation? Ensuite, il y a la question, est-ce que la Russie va-t-il prendre un territoire à l'Est? Oui. Ensuite, la question qui se pose, la mesure dans laquelle l'Occident et l'Ukraine sont-ils disposés à négocier? Ce que je veux dire, ces facteurs seront très très déterminants pour justement évaluer la situation future. Alors pour conclure, Karine Béché-Golovko, un mot peut-être pour équilibrer sur les capacités de l'armement russe. Justement, la Russie est-elle aussi en difficulté à bout de moyens, selon vous, dans le contexte actuel? Actuellement, non, puisque la Russie, elle, justement, maîtrise sa production d'armes, à la différence des pays européens, et plutôt comme les États-Unis, elle s'est adaptée à la situation, et heureusement pour elle, en tout cas, avant le déclenchement de cette nouvelle phase du conflit depuis février, elle a mis en place de nouvelles armements qui sont extrêmement puissants et qui lui permettent justement de maintenir
une double dimension dans le conflit militaire, c'est-à-dire à la fois la guerre traditionnelle au sol, mais également d'utiliser énormément les missiles afin de cibler les sites stratégiques et militaires en Ukraine et ainsi de désorganiser l'approvisionnement et l'organisation du combat du côté ukrainien. Elle a augmenté sa production d'armes et pour l'instant, il y a effectivement des problèmes au niveau des circuits d'acheminement, au niveau de la logistique, puisque c'est un pays qui avait une politique de paix, c'est pas un pays qui avait une politique de guerre. Oui. Donc le temps de retransformer la logistique, il y a des accros et ça c'est tout à fait normal. Donc, mais ça se règle au fur et à mesure et effectivement, elle commence à gérer un peu mieux ces questions d'approvisionnement, de suivi, etc. Mais il n'y a pas de problème au niveau de la production. Il y a plus des problèmes au niveau de la gestion, je dirais presque technique, administrative autour. On va en reparler, j'espère. Merci Karine Golovko pour cet éclairage. Merci à vous, Taoufik Hamel également, pour votre contribution dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.